Pierre Assouline, nous vous recevons pour Sigmaringen, votre nouveau roman historique paru chez Gallimard. Un roman, donc nous voilà finalement dans cette ville, au château, en présence du gouvernement de Vichy et de tout son entourage. L'action se situe pendant 8 mois à partir d'octobre 1944, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y se déroule une guerre de pouvoir. Oui, en fait, le personnel de Vichy, Pétain, Laval et tous les autres, ont transporté à Sigmaringen, dans ce château d'une petite ville d'Allemagne, dans le sud, leur mesquinerie, leur règlement de compte, toutes leurs histoires, telles qu'ils les pratiquaient déjà à Vichy et à Paris. Et ils ont continué, c'est-à-dire que Pétain ne parle pas à Laval, les ministres actifs ne parlent pas aux ministres passifs, et chacun règle ses comptes exactement comme s'ils étaient à Paris ou à Vichy. Et dans le même temps, autour de ce château, eh bien, c'est la guerre totale. Les Alliés bombardent nuit et jour Stuttgart et Ulm qui sont juste à côté. L'Allemagne est en plein apocalypse, en pleine débâcle, mais à Sigmaringen, c'est une sorte de microclimat au-dessus d'une sorte de principauté d'opérette à la Monaco. C'est assez surréaliste. Sigmaringen n'est-il finalement pas aussi une prison pour mieux surveiller les Français? Ils y seront, écrivez-vous, en cage, entendait-on dans les couloirs. Et d'ailleurs, le maréchal Pétain lui-même se considérait comme prisonnier de guerre. Oui, le terme prisonnier de guerre est un peu gonflé quand même, quand on sait comment vivaient les prisonniers de guerre. Mais enfin, ce qui est vrai, c'est qu'il est entre guillemets, assigné à résidence, enfin il peut se promener, etc. Mais il faut savoir que personne n'avait le droit de quitter la ville, et encore moins le château, sans un Ausweis du major Bommelburg de la Gestapo. Donc de toute façon, tout le monde était consigné en quelque sorte. Enfin, Pétain faisait ce qu'il voulait, simplement il ne pouvait pas aller rentrer en France. De toute façon, ça valait mieux pour lui. Finalement, Julius, qui est le majordome, narrateur, précisons-le, dans cet ouvrage, n'a-t-il pas une conception de l'obéissance relevant d'une pathologie? Et là encore, je cite une phrase du livre, car enfin, il est beaucoup question d'obéissance dans l'ouvrage. Eh bien, l'obéissance est le nœud du livre. C'est toute une réflexion autour de ce thème, et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi que mon héros, l'homme qui regarde et qui raconte tout, soit un majordome allemand. Parce qu'en tant que majordome, il a déjà un devoir d'obéissance, parce qu'il est là pour servir la famille Hohenzollern, qui possède le château, et qui lui a remis les clés en lui disant « vous allez servir les nouveaux arrivants comme s'ils étaient des nôtres ». Et donc le service et l'obéissance, c'est quelque chose chez lui d'incontestable, parce qu'il est majordome, donc un grand serviteur. Et puis en tant qu'Allemand, il a été formé à obéir. À l'école, en Allemagne, on apprend d'abord à obéir, ensuite on apprend la connaissance, la culture et tout le reste. Et comment, si vous voulez, ce qu'il a du mal à comprendre en tant que majordome allemand, c'est qu'on puisse désobéir. Et c'est la rencontre avec une Française, l'intendante du maréchal Pétain, Jeanne, qui va lui faire comprendre que parfois l'honneur, c'est de désobéir. Et ça, c'est quelque chose qui est pour lui une révolution. Pierre Assouline, vous êtes passionné à part égale de littérature et d'histoire. Vous êtes journaliste et écrivain. Et j'ai lu que pour vous, l'histoire est un terrain d'exactitude, le roman un terrain de vérité. Pouvez-vous préciser? J'ai fait les deux. J'ai écrit 10 biographies historiques qui sont bardées d'archives, de documents, de références, et puis 7 ou 8 romans. L'historien avance uniquement s'il a des sources, notamment les archives et les témoignages. Dès qu'il n'en a plus, il ne peut plus avancer. C'est là qu'on est dans l'exactitude, par les sources, les documents. Mais c'est là que le romancier prend le relais. Et le romancier peut aller beaucoup plus loin, et il peut apporter une vérité qui est la vérité des personnages, des humains. Et ça, c'est quelque chose qui est en général inaccessible à l'historien. Voilà pourquoi j'essaye de faire rejoindre l'un et l'autre. Dernière question pour terminer cet entretien. Est-ce que vous auriez un livre lu récemment ou un autre que vous souhaiteriez conseiller à ceux qui nous écoutent? Eh bien, spontanément, comme je lis tout le temps, je me réfère au plus récent, mais ce qui me vient à l'esprit, c'est le Goncourt du premier roman que l'on a remis chez Drouin hier, à Frédéric Verger, et qui s'intitule Ardennes, qui est un magnifique roman historique qui se déroule dans l'Europe centrale de l'entre-deux-guerres, mais sur des tons d'opérette. C'est très brillant, très nouveau, c'est nourri évidemment par le passé, mais par la musique beaucoup,
mais aussi par la politique. C'est virevoltant, foisonnant. On s'en dit pas une seconde. Et je dois dire qu'on n'a pas hésité. Alors autant pour le Goncourt, on avait hésité entre lui et Pierre Lemaitre, autant là, on n'a pas hésité parce que c'est un premier roman d'un inconnu. Et vraiment, on a été bluffé. Donc vraiment, c'est un livre que je recommande. Merci beaucoup.